Merci beaucoup, colonel. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Combien? 10 Non, 5 maintenant, vous m'aviez dit 10 pour chacun. 5, et si c'est intéressant, on vous laissera déborder un petit peu. Non, je suis agréablement surpris parce que Ben non, nous avait dit 3 minutes. J'applique les instructions du général. Mais... Le mot c'est passé, c'est toi. Voilà. D'accord. Pardonnez-moi, est-ce que je peux demander à tous ceux qui figurent sur le programme de rejoindre l'estrade, donc notamment à Monsieur Kirkley, à Monsieur Yacoub, à Monsieur Hassan, de nous rejoindre sur le podium, ainsi qu'au colonel-major Gibault Barthé, ainsi qu'au recteur de l'IFA, s'il vous plaît. Mais je vous en prie, allez-y. Merci, madame. Ah. Monsieur le général, président de la Haute Autorité de la considération de la paix, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, mesdames et messieurs les participants, honorables invités, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de présenter toutes mes admirations à la Haute Autorité à la considération de la paix et à son président, le général de brigade Mahamadou Aboutarka, pour la parfaite organisation de cette conférence, dont l'initiative heureuse revient au gouvernement de la République du Niger, à un moment crucial de notre histoire sécuritaire. C'est le lieu également de remercier la Haute Autorité pour nous avoir invités à prendre part à ces échanges d'un si haut niveau. Ceci dit, vous vous en doutez, en dehors du copieux repas qui nous a été servi tout à l'heure et qui invite à une bonne sieste, je vais devoir faire face à une double complexité. D'abord, beaucoup de choses ont été dites depuis le début de cette conférence, avec le passage de nombreuses sommités avant moi sur cette tribune, laissant ainsi très peu de place à l'originalité. Le second écueil est que je suis face à un auditoire tellement choisi qu'il serait prétentieux de ma part de pouvoir dire quelque chose qu'il ne sait pas déjà. Cela m'amène à me poser une question toute simple. Finalement, mon intervention est-elle encore utile? Tout n'a-t-il pas été déjà dit? C'est justement là la subtilité et la pertinence de la chose. Ce sujet est si grave, si vaste et si inépuisable qu'il importe d'en parler abondamment et surtout de continuer à agir. Il faut donc continuer à en parler et continuer la réflexion pour éviter une certaine léthargie intellectuelle qui donnerait une certaine longueur d'avance à l'ennemi, fragilisant de fait notre sécurité collective. Il faut donc maintenir la vitalité de la pensée stratégique, puisque du système westphalien maintenant, les concepts ont beaucoup évolué. Et suivant en cela les changements périodiques de paradigme, avant de continuer, je voudrais juste préciser que je ne suis pas un expert en contre-terrorisme, je ne suis pas non plus un chercheur, encore moins un penseur. Je suis là pour donner l'humble avis d'un diplomate militaire ayant arpenté depuis quelques années les rouages de l'Union africaine où, justement, un certain nombre de décisions en rapport avec notre sécurité sont prises par nos chefs d'État sous l'éclairage du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Il s'agit donc plus de la voix d'un diplomate que celle d'un militaire.
C'est d'ailleurs plus confortable, ça évite les punitions en cas de dérapage. Il a cru qu'il venait, d'accord. Mesdames et messieurs, nous planchons aujourd'hui sur le thème de la lutte contre le terrorisme insurrectionnel. Nous le savons, beaucoup de définitions ont été proposées en fonction des penseurs. Celle plus couramment admise fait état d'organisations armées en lutte contre le pouvoir en place, avec généralement des revendications d'ordre politique. De cette définition émerge une première série d'interrogations. Les actions des groupes armés terroristes écumant notre sous-région sont-elles du terrorisme insurrectionnel? Ce type de terrorisme existe-t-il au Niger, au Burkina Faso, au Mali? S'il existe, a-t-il la même forme dans ces différents pays, pourtant culturellement et géographiquement proches? D'où une première hypothèse. Il importe de contextualiser les actions terroristes de notre sous-région afin d'apporter la réponse idoine à chaque cas. Il s'agit véritablement, tout en fédérant les efforts, de tenir compte de la spécificité de chaque État pour ainsi mieux définir les actions à mener au niveau national et au niveau sous-régional. Ensuite, il y a actuellement environ 100 000 hommes et femmes sur le continent au sein de nombreuses missions internationales de maintien de la paix. Sommes-nous pour autant en paix? L'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020 est-il atteint? Le Sahel central est-il paisible? Ailleurs également, malgré le déploiement de gigantesques moyens militaires, et selon une publication de Nicolas Davies de Consortium News, depuis le début des crises dans ces pays, il y a eu près de 400 000 morts en Syrie, près de 1 million en Afghanistan, plus de 2 millions en Irak, près de 250 000 en Libye et environ 500 000 en Somalie. Mais la paix tant escomptée est-elle pour autant au rendez-vous dans ces contrées? Cela m'amène à ma deuxième hypothèse. Le tout militaire n'est probablement pas la solution. Les actions militaires indispensables doivent rester connectées aux inévitables actions de développement avec comme acteurs essentiels les populations civiles et autochtones. En effet, très souvent, les coalitions gagnent les guerres, mais peinent à gagner la paix. Aussi, s'il importe que les États conservent le monopole de la violence légitime, il faudrait arriver à combiner le temps militaire, le temps diplomatique et celui du développement, mettant ainsi fin à la distinction peu productive entre communauté de la sécurité et celle du développement. L'excellent travail de nos armées nationales, de la force conjointe du G5 Sahel et de la force multinationale du lac Tchad, doit impérativement être combiné à des actions concrètes au profit des populations et particulièrement de la jeunesse et des femmes. En un mot, il faut centrer l'action autour de la sécurité humaine dans une démarche fondamentalement holistique. Enfin, je termine par là, la multitude d'acteurs sur un théâtre d'opération n'a jamais été un gage de succès dans la lutte contre le terrorisme insurrectionnel. Comme le montre à souhait la situation dans de nombreuses zones de guerre, où des intérêts divergents diffèrent sans l'aboutissement de la paix. Ma troisième hypothèse suggère donc de s'assurer de la convergence des agendas de tous les acteurs relativement aux voies et moyens pour aboutir à la paix. Il s'agira donc de repenser les partenariats afin d'arriver à une véritable convergence des vues et des actions et de créer une réelle synergie, évitant ainsi entre partenaires un jeu à somme nulle, ce serait faire le jeu de l'ennemi. À ce niveau, la solidarité africaine est un levier important à prendre en compte, comme l'a démontré la République du Rwanda à l'égard de la force conjointe du G5 Sahel et l'Ouganda à l'égard de l'AMISOM, par exemple.
C'est aussi dans ce sens que les ministres en charge de la défense des États membres de l'Union africaine ont suggéré récemment la création d'une unité spéciale pour soutenir les efforts de l'Afrique dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. C'est également le sens de cette force de 3000 hommes proposée par l'Union africaine en complément de la force conjointe du G5 Sahel. Mesdames et messieurs, voici en substance, modestement, quelques pistes pour enrichir encore un tant soit peu la réflexion que nous avons menée depuis 2 jours et aboutir à cette paix et cette sécurité qui nous fait tant de défauts. Car, comme l'a dit hier le conseiller politique du commandant de la force Barkhane, que je me permets de citer, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment, colonel-major, et je pense que cette contribution, enfin je pense modestement, que cette contribution est absolument essentielle parce que, en effet, je ne pense pas qu'il soit possible de se satisfaire de toutes les présentations que nous avons faites jusqu'ici. Je pense qu'il faut que nous avons tous aujourd'hui en fait un devoir d'humilité qui doit forcer, comme vous le dites, à revenir à de la réflexion et à de la pensée. J'en suis intimement convaincue. Je pense qu'aujourd'hui, on ne nous incite au quotidien qu'à avoir des résultats concrets, qu'à avoir des résultats pratiques. Bien entendu, nous voulons tous les avoir. Mais si ceux-ci ne sont pas ancrés dans des visions, dans des approches, notamment d'un point de vue sécuritaire, doctrinal, qui correspondent au contexte dans lequel on intervient, je pense que l'on continuera à se situer dans l'échec actuel. Et il me semble que vous avez formulé un certain nombre de recommandations, notamment celle de contextualiser les approches qu'on met en œuvre. Ça renvoie à la présentation de Mamadou Savadogo ce matin. Vous remettez en question aussi un certain nombre de programmes. Alors là, les pauvres, c'est l'Union africaine avec Faire taire les arbres qui ont été cités, mais est-ce les seuls? Vous avez à mon avis, habilement cité les échecs qui sont quand même patents sur d'autres théâtres d'opération. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation doit nous inviter à un effort collectif de réflexion dont il y a les populations, les États, les responsables sahéliens doivent être à l'initiative. Ça me paraît absolument fondamental et merci pour cette contribution. J'espère qu'elle est bien prise en considération par les rapporteurs. J'appelle maintenant le colonel-major Amadou Djibo de l'état-major, s'il vous plaît. Amadou Djibo Barthé, ce sera ensuite votre tour. Bonjour l'assistance. Je suis le colonel-major Djibo Amadou, je suis chef du bureau des opérations à l'état-major des armées. Normalement, c'est le chef d'état-major des armées en personne qui devait venir pour faire cette communication. Il a été empêché par une petite perturbation de son agenda. Actuellement, il se trouve sur une zone d'opération. Il m'a donc instruit de vous faire cette présentation au cours de ce forum auquel vraiment qui donne une importance en tout cas capitale pour lui. Donc, à l'instar des autres pays du Sahel central du bassin du lac Tchad, le Niger est confronté au terrorisme le long de ses frontières. En effet, depuis plus d'une décennie, le contexte sécuritaire a été caractérisé par la montée de l'intégrisme religieux et la menace des groupes mafieux. L'effondrement de l'État libyen a aggravé la